chers compatriotes, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bienvenue à notre mission, bienvenue à votre émission, notre conférence, le FICE, qui est le Forum des intellectuels congolais de l'étranger. Encore une fois de plus, merci de nous suivre, merci de suivre cette émission. Alors nous allons passer maintenant le micro à notre orateur, modérateur, qui est M. Bob Nsenga. Bonjour à tous. Comme le disait mon prédécesseur, bienvenue. Bienvenue à un moment d'échange, un moment de science. Mon rôle ici ce soir, c'est de vous présenter nos présentateurs, de les introduire. On en a principalement deux. Et je vais commencer à présenter d'abord le premier, qui est le docteur Ngoyi Joël Chisso. Ngoyi Joël Chisso est titulaire d'un doctorat en commerce international obtenu à North Central University, San Diego, Californie. Il détient également un master en management de Strayer University à Charlotte, en Caroline du Nord, et une licence en administration des entreprises de l'Université chrétienne de Kinshasa en République démocratique du Congo. À travers ses recherches scientifiques et conférences, il exprime un intérêt particulier sur le développement du commerce international, spécialement sur les échanges commerciaux entre les économies émergentes et le pays développé. Sa thèse de doctorat qui analyse l'impact de la colonisation sur les échanges commerciaux entre le pays de l'Afrique subsaharienne et les États-Unis est la plus grande démonstration de la maîtrise inégalée de l'implication des cultures et de l'histoire des nations dans l'évolution du commerce international. Ngoyi Joël Chisso est directeur général et consultant en commerce international et management à Global Trade and Management Consulting. Il est président de l'Université des sciences et des technologies de l'information et du Forum des intellectuels congolais de l'étranger basé à Charlotte, en Caroline du Nord. Pourquoi le commerce international? C'est parce qu'il permet d'accélérer la croissance nationale ou la croissance de l'économie nationale. Les recherches montrent que quand un pays est engagé dans le commerce international, son économie accélère ou a une croissance importante. Quels sont les obstacles au commerce international? L'accès aux marchés mondiaux peut être bloqué par les pratiques anticoncurrentielles, qui décourage l'investissement et la croissance des entreprises, peut aussi être entravée par la mauvaise l'inexistence des infrastructures. Parlant des infrastructures, il y a quelques types d'infrastructures pour que le commerce international puisse marcher. En voici quelques-unes. Infrastructures portuaires. Ici, nous parlons des ports maritimes, fluviaux et lacustres. Les infrastructures routières. Les infrastructures ferroviaires. Les infrastructures aéroportuaires. Les infrastructures de la technologie de l'information et enfin les infrastructures de l'énergie électrique. J'aimerais bien me focaliser ce soir sur le rôle de ces infrastructures. Qu'est-ce que ça fait au commerce international? Les infrastructures portuaires, par exemple, et ferroviaires, routières et aéroportuaires servent au mouvement de biens et de services, c'est-à-dire ça permet de déplacer du point A, c'est-à-dire du pays A au pays B, de biens et de personnes. Les infrastructures de la technologie, par exemple, servent à transporter les informations, les données digitales.
Le monde actuel, vous constatez qu'on ne se déplace plus pour aller commander les produits. Assis dans votre maison, sur votre ordinateur, vous pouvez faire la commande. Qu'est-ce qui se passe? La technologie de l'information prend cette information que vous avez et transmet à l'entreprise dans laquelle vous achetez le produit ou vous vendez des services. Les infrastructures d'énergie suppléent aux efforts des hommes pour la transformation industrielle et d'autres opérations mécanisées. Vous allez constater qu'un pays qui n'a pas une bonne desserte en électricité n'a pas non plus son commerce international assez développé. La qualité et la fiabilité des infrastructures influencent les volumes, la qualité, les temps et les prix de biens et services sur le marché international. Si vous n'avez pas, par exemple, un bon moyen de transport pour évacuer les marchandises, vous allez constater que vous allez exporter très peu ou importer très peu et la qualité sera aussi beaucoup affectée. C'est cela que nous voulons faire remarquer à ce niveau. Avant que nous puissions aborder le problème des infrastructures maritimes, permettez-moi d'abord de vous présenter ce qu'a été la politique coloniale des infrastructures en Afrique subsaharienne. Ça ne vient pas d'aujourd'hui, ça date vraiment de longtemps. Les colonisateurs, lorsqu'ils sont arrivés en Afrique, ils ont adopté une politique sur la construction de ces infrastructures. À travers cette politique, ils ont fait en sorte que les routes, les voies ferrées, les ponts, les aéroports et les ports maritimes devaient connecter la métropole à la colonie. Pour que la Belgique prenne ses produits de Congo jusqu'en Belgique, il a fallu que les routes, les réseaux ferrés dans leur politique, dans la politique coloniale, ils ont fait aussi en sorte que les routes et les voies ferrées reliaient l'intérieur du pays aux côtes maritimes. Pour le Congo, par exemple, les ports, c'était les ports de Matadi. Nous allons voir tout à l'heure que toutes les routes, les ponts, les réseaux ferroviaires qui ont été construits ont été faits de telle manière que ça puisse amener les produits à partir de l'intérieur du pays jusque vers les ports. Et les côtes maritimes, dans cette même politique, les côtes maritimes servaient à l'exportation des ressources naturelles vers la métropole. Ça servait aussi à l'importation des produits finis vers la colonie. La connectivité moderne des infrastructures, vous allez devoir constater que ça s'est inspiré de cette politique coloniale qui a été faite dans les ex-colonies. C'est ici aussi l'occasion de dire que si on peut critiquer la colonie sur un certain nombre de points, il y a des points pour lesquels on peut la féliciter. Parce qu'elle a envisagé toute une politique de routes qui, aujourd'hui, permet que certains pays soient facilement connectés au commerce international. Voilà un exemple de connectivité des routes dans le cas de la République démocratique du Congo. Vous allez voir que le plus grand bleu, c'est l'océan Atlantique et le port est juste à Matadi. Toutes les rivières convergent vers les grandes eaux qui doivent les amener vers un point d'expédition quelconque. Vous allez par exemple constater que le grand fleuve Zaïre, à l'époque, et Congo aujourd'hui, il devait ramener les produits jusqu'à Kinshasa. Parce qu'entre Kinshasa et Matadi, il n'y a pas la connexion maritime à cause des cataractes. Et de là, le colonisateur a construit et les chemins de fer et la route pour pouvoir acheminer les produits. De la même manière, plus loin même vers le sud, vous voyez une connectivité de routes qui ramène tout vers le port de Matadi.
Il existe des systèmes de transport et de ports maritimes. Nous allons découvrir ensemble ce soir quels sont ces systèmes, de telle manière que quand ils sont bien observés, ils permettent au pays de s'engager dans le commerce international. Il existe donc deux systèmes de ports et de transport maritime. Le premier système, c'est ce qu'on appelle le transport en haute mer, ou en anglais deep sea shipping. Ces systèmes de transport désignent le transport maritime de marchandises sur les routes intercontinentales qui traversent les océans. Exemple de ce système, vous allez voir que les États-Unis, pour faire le commerce avec la Chine, l'Union européenne ou le Japon, passent par l'océan Atlantique, l'océan Indien ou l'océan Pacifique. Le deuxième système, c'est le système de transport maritime à courte distance. En anglais, le short sea shipping. Il désigne le transport commercial par des voies des eaux qui ne transitent pas par un océan. L'exemple de ce système, vous allez découvrir que lorsque l'Europe faisait le commerce ou fait le commerce avec les États-Unis, avec l'Afrique, il ne passe pas généralement par l'océan, mais il passe d'abord par la mer Méditerranée. Les types de ports maritimes de l'époque coloniale en Afrique subsaharienne. Il y avait une sorte, parmi les deux, la colonisation avait adopté un système que nous allons découvrir ensemble. Avec le système colonial, les terminaux portuaires de l'époque coloniale en Afrique subsaharienne étaient basés sur le mode de transport maritime à courte distance. Les équipements dans les terminaux portuaires sur le mode de transport maritime à courte distance étaient pour regrouper les emballages de fret sous forme de palettes, de caisses et de conteneurs non normalisés. C'était vraiment un transport très réduit. Les cafés, par exemple, pour être exportés en Belgique, devaient venir jusqu'à Matadi dans les sacs. Et arrivé à Matadi, on commence à regrouper ces sacs sur des palettes pour les mettre finalement dans le bateau. Et c'est à cause de cette façon de travailler que les colonies ou les métropoles à l'époque avaient beaucoup plus choisi les transports maritimes à courte distance. Et le vrai exemple de ce système, c'est les ports que nous avons à Banana, à Boma ou à Matadi. Les ports maritimes de la RDC par rapport aux autres pays. Nous allons juste voir quelques images pour faire une petite comparaison. Durant la colonisation, la période post-coloniale, beaucoup de pays africains qui sont sur la côte avaient des ports construits pour les transports maritimes à courte distance. Mais après la colonisation, ces pays ont fait un grand effort pour développer leurs ports et les rendre des ports maritimes pour de longues distances. Malheureusement, la RDC, notre pays, n'a pas pu s'ajuster rapidement comme les autres. Quelle est la position maritime de partenaires de la République démocratique du Congo? Nous plaçons ceci pour faire voir l'importance du port maritime en République démocratique du Congo. D'une manière générale, les partenaires de la République démocratique du Congo dans le commerce international ils ont des ports maritimes en eau profonde. Ils utilisent généralement les navires modernes qui ne peuvent effectuer des transports qu'en haute mer. Ils ne peuvent pas passer par les estuaires comme celui de Matadi. Et faute d'accéder au port maritime à courte distance ou short sea shipping de Matadi, les navires font les transbordements sur les ports en eau profonde les plus proches. Et généralement, pour le cas du Congo, c'est à Pointe-Noire que les grands navires viennent s'arrêter, déchargent toute la cargaison qui appartient au Congo pour que maintenant les petits bateaux puissent venir chercher ça. Alors voici la position de partenaires de la République démocratique du Congo dans le commerce international par rapport aux océans.
Vous avez l'Europe qui passe par l'océan Atlantique. Vous avez les États-Unis, on peut utiliser l'océan Atlantique. Vous avez le Canada, on peut utiliser l'océan Atlantique. Vous avez le Japon, on peut utiliser l'océan Indien. Vous avez la Chine, on peut aussi utiliser l'océan Indien. Et vous avez l'Inde, où on peut utiliser l'océan Indien. Ici, je ne veux pas parler en termes de gestion politique du pays, mais je compare ces chiffres par rapport aux ponts en eau profonde. Les pays qui ont des ponts en eau profonde connaissent beaucoup d'opérations d'exportation et d'importation que les pays qui n'ont pas de ports en eau profonde. Le commerce international entre les États-Unis et la RDC, j'arrive à ce point parce que tout le monde constate un réchauffement des relations entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce que ces réchauffements nous présentent? Où les États-Unis ont été l'un des partenaires de la République démocratique du Congo depuis son indépendance. Il y a quelques accords qui existent entre ces deux pays pour le commerce international. Le premier accord que j'ai pu épingler, c'était un accord de 1969 qui portait sur la signature des conventions de concession d'hydrocarbures entre le Congo et la compagnie Chevron. Since 1969, Chevron was in Congo, getting oil already. That was right, I think, 9 years after the independence. So you have been there for a long time. Don't you? Le deuxième accord que j'ai épinglé, c'est la signature des accords Bilateral Investment Treaty. Ce traité est sur le régime des investissements entre les deux pays. Si vous voulez bien vous rappeler de ce traité, rappelez-vous de General Motors au Congo. Qui se souvient de General Motors? C'est né de ce traité-là. Vous connaissez encore les pneus Goodyear? Ils sont nés de ce traité-là. Le troisième traité que j'ai épinglé, c'est la signature du Trade and Development Act of 2000, qu'on appelle autrement the African Growth and Opportunity Act. C'est sur ce traité que j'ai défendu ma thèse. Et ce traité est un programme de commerce entre les États-Unis et tous les pays de l'Afrique subsaharienne. Malheureusement, en 2011, le Congo a été exclu, mais il y a des négociations en cours pour permettre que le Congo puisse revenir. Et je fais partie des organes qui sont en train de négocier, de faire en sorte que notre pays, le Congo, revienne dans ce programme. Le troisième, c'est qu'on appelle le Build Act, qui a été signé juste en 2008. Celui-ci, j'aimerais que vous puissiez vraiment le noter à cause de son importance. Cet accord a mis de côté 60 millions de dollars pour le développement dans beaucoup de pays du monde entier. Donc, il faut souhaiter que notre pays soit parmi ceux qui en bénéficient. Les transports maritimes américains pour le commerce extérieur. Ici, je veux montrer ce qui pourra empêcher les accords, ou je veux dire les mouvements importants du commerce entre le Congo et les États-Unis. Les États-Unis utilisent le système de navigation en haute mer pour les transports transocéaniques. Par manque d'un port maritime en eau profonde au Congo, les États-Unis et le Congo, nous allons voir les chiffres tout à l'heure, par manque de cela, c'est en déclin. Par manque de ponts en eau profonde, il y a la rupture fréquente des stocks. Quelques 10-20 voitures arrivent, elles sont de luxe, elles sont très vite achetées. Et les clients se présentent pour acheter une autre, il n'y en a plus. Il y a eu rupture de stock parce qu'on ne peut amener qu'en petite quantité.
Ça occasionne la surcharge du coût des transports. Lorsque accéder au port de Matadi est difficile, le prix pour y arriver devient plus élevé. Ça retarde les délais de livraison. À cause des difficultés d'accéder au port rapidement et du fait qu'on doit s'arrêter par un autre port pour que les choses arrivent au Congo, vous pouvez attendre 3 mois avant de recevoir votre livraison. Et vous savez que lorsque vous faites du commerce, 3 mois, c'est vraiment beaucoup d'argent perdu. Et comme conséquence, il y a rareté de produits sur le marché de la RDC. Je parle de la rareté de produits américains. Il y a une hausse des prix de produits importés des États-Unis. Quand ça vient des États-Unis au Congo, vous savez que ça coûte toujours cher, n'est-ce pas? Ça ne coûte pas cher forcément parce que ça vient des États-Unis, parce que c'est rare. S'il n'y avait pas la rareté, la compétition devenait grande et les prix auraient pu baisser. Il y a la multiplication de procédures d'expédition qui décourage les deux parties. J'ai déjà parlé avec quelques hommes d'affaires congolais. Je dis, pourquoi vous n'expédiez pas vos biens aux États-Unis? Parce qu'il y a la demande. Non, toutes ces difficultés d'aller à Matadi, vous arrivez à Matadi, vous ne pouvez pas savoir quel bateau va prendre, ça reste là pendant 6 mois, donc nous sommes découragés de le faire. De l'autre côté, Marc et moi, nous avons abordé quelques hommes d'affaires américains pour demander si nous pouvons amener du café congolais ici. Ils ont dit, nous avons déjà essayé dans le passé. Nous allons vous demander un conteneur, ça va être vite fait. Avant que vous le sachiez, nous vous demandons maintenant 10 ou 20 parce que le café est très bon. Et vous ne serez plus à mesure de nous livrer. Ce problème de port fait qu'on ne peut pas faire un commerce assez important avec les États-Unis, comme c'est le cas d'autres pays. Et la difficulté de commerce entre les États-Unis et le Congo à cause de manque de ports en eau profonde crée l'inflation des prix. Et pour les économistes qui sont ici, vous savez que l'inflation est toujours néfaste pour l'économie du pays. Un schéma pour vous montrer comment le manque de ports en eau profonde a affecté le commerce entre les États-Unis et le Congo. En 2000, ça a essayé de monter un peu. Et on arrive vers le 2008, ça pique vraiment. À cette époque, c'est parce que les États-Unis amenaient du pétrole du Congo aux États-Unis. Et vous savez que pour l'exportation du pétrole, ils ne dépendent pas des ports de Matadi. Ils ont leur port quelque part là où ils pompent et puis ils partent. Et quand cela s'est arrêté, les autres produits ont beaucoup de difficultés pour partir à cause de ces problèmes de port. Et lorsque nous arrivons vers les années 2017, c'est pratiquement zéro. Nous espérons que ça va remonter maintenant. L'opportunité avec African Growth Act, vous vous souvenez que quelque part, je vous ai parlé de ce programme. Je vais vous donner quelques opportunités qu'il y a avec ce programme si le Congo fait un effort pour y revenir. Ce programme a des objectifs économiques. Et voici ces objectifs. C'est encourager le développement des échanges et des investissements. Ce programme est initié par les États-Unis et je peux dire de bonne foi, gratuitement. Il dit, Afrique, Congo, vous avez tellement de problèmes pour faire le commerce avec nous. Nous mettons des conditions favorables pour vous. À vous de prendre ou de laisser. Réduire des barrières tarifaires et non tarifaires, ça c'est un des objectifs. Négocier les accords commerciaux réciproques et mutuellement bénéfiques. Renforcer et développer le secteur privé et de l'entrepreneuriat féminin. Pour les quelques amis qui sont ici, qui ont peut-être les affaires au Congo, dit que c'est un programme, une fois le Congo réinstallé, vous pouvez être intéressé et nous sommes là pour vous aider. Ce programme
a un fonds pour pouvoir aider les pays africains dans la construction des infrastructures. Et ce fonds est plafonné. Ça, c'est millions. Hein? Un peu ces montants-là, je crois que les ingénieurs qui sont là savent ce qu'un tel montant, si une partie était donnée à un pays, soit comme forme de prêt, soit comme forme d'aide au développement pour la construction d'un pont en eau profonde. Et ce programme expire en 2025. Il est vraiment temps que le Congo fasse tout pour venir et bénéficier de ce programme. Le deuxième programme dont je vous ai parlé autrefois, un peu plus loin, c'était le Build Act. Ce programme a pour objectif la création d'une société financière américaine pour le développement international. Et ce développement va s'occuper de consentir des prêts ou des garanties de prêts, fournir des assurances ou une réassurance au secteur privé et public. Ingénieur Mavinga pourra mentionner ça soit aujourd'hui, soit plus tard, parce que pour construire un pont en eau profonde, la compagnie qui a gagné le contrat doit avoir une assurance. De telle manière que, par exemple, dans 30 ou 40 ans, cette infrastructure ne tient plus, faute de bien l'avoir construit, l'entreprise peut dédommager. Il sert à fournir une assistance technique. Ce programme sert à administrer des projets spéciaux et il sert à émettre des obligations financières. Je vais parler un peu des obligations financières. C'est comme vous voyez notre équipe des ingénieurs qui sont là. S'ils pouvaient gagner un projet de construire un pont au Congo-Kinshasa, ils peuvent s'adresser à cette branche américaine pour avoir un fonds qui aura tous ces avantages ici et leur permettre de devenir grands entrepreneurs, par exemple, au Congo-Kinshasa ou n'importe où ailleurs où ils peuvent être intéressés. Et ce programme va expirer en 2038. Voilà l'agence qui gère ces fonds, et ces fonds s'élèvent à 60 milliards. En conclusion, qu'est-ce que nous retenons de cette présentation? Les États-Unis ont des accords d'échange commerciaux avec le Congo-Kinshasa depuis son indépendance. Les échanges commerciaux entre les États-Unis et la RDC sont en déclin. L'une des raisons est l'absence de ports maritimes en eau profonde pour accommoder les navires américains. Les accords des échanges de commerce tels que AGOA et Build Act contiennent des mécanismes de fonds pour le financement des infrastructures comme les ports maritimes en eau profonde. La RDC peut lancer un appel d'offres et négocier un prêt à long terme avec les entités américaines pour la construction du port moderne en eau profonde sur ces côtes de l'océan Atlantique. L'accès aux fonds américains des infrastructures par la RDC exige quelque chose. Ça exige un leadership national, visionnaire et imprégné de la diplomatie à l'américaine. J'insiste sur ces mots, une diplomatie à l'américaine. Ces grands pays qui demandent ou qui aident les pays africains ou les pays en développement, chaque pays a sa diplomatie. Vous ne serez pas venir aux États-Unis demander les fonds en utilisant la diplomatie européenne. Ça ne va pas marcher. Et vous allez risquer de manquer cela. Et nous constatons que depuis l'avènement du nouveau régime, avec le président Félix, il y a quelques signaux dans cette direction et nous encourageons. Il faut aussi une élite intellectuelle qui connaît la culture et les mécanismes américains de gestion des fonds et des projets. Et ce forum a été fait pour permettre à cette élite de se mettre ensemble, de se créer et de se solidifier, parce que, en fait, nous connaissons la culture américaine, nous connaissons aussi la culture congolaise et nous pouvons servir de pont. Voilà, je vous remercie. Merci au docteur Joël Ngoï-Chisso pour cet exposé d'une grande clarté et surtout qui rend accessible un domaine aussi complexe à un grand nombre. Et